Mesdames et messieurs, je vous entends discuter, parler depuis déjà un certain temps, puisque je suis là depuis 1 heure. Et c'est intéressant parce que on sent très bien, moi je ne suis pas du tout de votre métier, mais on sent très bien une problématique qui s'installe chez vous, qui est la problématique du leadership. Vous êtes concurrencé, vous avez des institutions sportives qui vous concurrencent, vous êtes en position difficile et vous essayez de croître, de reprendre des places sur le marché, des parts de marché. Autrement dit, la question que ça pose et le mot clé qui vient à ce moment-là, c'est le mot de leadership. Je prendrai quelques exemples dans mon exposé dans le monde de la politique. Pourquoi ? Parce que les politiques sont dans la partie émergée de l'iceberg. Les politiques, on les voit à la télévision, on les entend à la radio. Par conséquent, ils donnent des exemples de leaders ou de non-leaders, de bons orateurs ou d'orateurs médiocres. Et ils donnent ces exemples à tout le monde. Et il y a dans l'observation des orateurs politiques de quoi nous apporter à nous, même quand nous sommes agents de maîtrise dans une usine PSA à Mulhouse, nous sommes à Paris, où nous sommes moniteurs dans un poney club. Poney club, c'est bien le terme ? Ou dans un club poney-cheval aussi. Je ne sais pas. Enfin, c'est à discuter. Vous aviez beaucoup de discussions à ce sujet. En tout cas, à chaque fois que vous avez à prendre la parole, que ce soit vis-à-vis d'une seule personne, ou d'une assemblée de parents, si vous êtes directeur d'un poney club, que vous réunissez des gens, que vous faites une prestation en public, quelle que soit la situation, à partir du moment où vous parlez au titre de votre métier, vous êtes des orateurs. Il faut vous autoriser le projet de devenir vous-même un orateur. On dit ça à n'importe qui. Ça fait des années, par exemple, que j'attends qu'à l'Éducation nationale, un ministre de l'Éducation nationale forme les enseignants à la prise de parole en public. Ça fait des années que j'attends ça. On les forme sur les contenus, on les forme sur les procédures ou les processus d'exercice pédagogique, mais sur l'incarnation. Dans le mot incarnation, il y a le mot carne. Et la carne, c'est la chair. Et là, on se rapproche à ce moment-là d'un métier très proche des orateurs, qui est le métier des acteurs. Il y a 4 arts d'interprète. 4 arts d'interprète dans le théâtre. Il y a le métier de l'acteur, le danseur et le chanteur. On oublie très souvent l'orateur. Ces 4 arts-là sont des arts du physique, des arts de la présence en scène. Ces 4 arts avaient leur muse à Rome. Calliope pour l'art oratoire. Eh bien, moi, ça fait maintenant presque 50 ans que je me bats, que je lutte, moi, ancien comédien, metteur en scène d'opéra, que je lutte pour qu'on réinvite le corps dans les prestations professionnelles. Autrement dit, au sens général, dans la vie publique. L'art oratoire ne concerne pas votre vie privée. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes avec vos amis, votre famille, ce que les gens aiment chez vous, c'est votre personne. C'est pas un personnage. Mais moi, si j'arrive dans un poney club et que je vais rencontrer le directeur du poney club, j'attends un personnage. Donc, j'attends une logique de pensée incarnée par un orateur qui va la porter et qui va faire en sorte que cette logique de pensée le transfigure même lui-même en tant que personne. Construire un personnage, c'est pas la trahison de la personne, c'est sa transfiguration. Dans la cause que l'on défend, et chez vous, c'est la cause du poney. Et cette incarnation-là, il y a des axes très simples. J'ai mis des années et des années à les trouver. Je vais vous les proposer dans cette petite conférence. C'est juste des directions de réflexion pour vous, quelle que soit la situation, lorsque vous avez à prendre la parole devant un parent, devant un cavalier, devant des parents d'élèves, devant des assemblées. La technique sera la même. Le style changera à l'infini. Le style dépend. Le style d'un orateur dépend de son histoire à lui, dépend également de sa relation au type de public qu'il a en face de lui. C'est le style. Et puis, il y a la technique. Et la technique, elle, est universelle. Avec le temps, à force d'enseigner, dans ce pays où l'art oratoire n'existait pas, j'ai fini par créer la première école d'art oratoire en France, qui s'appelle l'école de l'art oratoire. Et dans cette école, on enseigne cette technique. Mais je voudrais, avant de vous donner les clés de cette technique, et de finir par le leadership,
parce que c'est la notion fondamentale que vous devez avoir en tête, cette notion du leadership, je voudrais d'abord poser le problème. De manière générale, il faut bien reconnaître que chez nous, en France, la parole en public n'a pas bonne réputation. Les beaux parleurs, et je suis sûr que certains le pensent déjà de moi quand je suis sur scène, vous direz, c'est déjà ça. Les beaux parleurs, les paroles sont du vent, seuls les écrits restent. Combien de fois j'entends, mais ça c'est du théâtre. Et le ton méprisant, montre bien ce que, inconsciemment, celui qui lit du théâtre pense du théâtre. C'est juste du vent, c'est juste de la séduction. L'art oratoire n'est pas un art du vent. L'art oratoire, c'est un art au service d'idées à transmettre et de public à rencontrer. L'art oratoire, c'est un art de passeur. C'est un art de disparaître pour incarner une idée pour un public. Et pour que cette idée ait accès au public et le public à cette idée. L'acteur est un intermédiaire. Le danseur, le chanteur sont des intermédiaires. Et quand vous êtes un orateur, vous apportez, c'est un corps. Et le corps donne l'incarnation. Eh bien, la parole en public en France n'a pas bonne réputation. Choisissez votre camp. Où vous croyez à la parole dans votre métier pour amener des gens à pratiquer l'équitation et à pratiquer l'art dans le Poney Club, ou vous n'y croyez pas. Mais vous ne pouvez pas être ambigu, à la fois dire dans un salon en discutant avec des amis, oh mais ça c'est du vent, c'est des paroles, et en même temps aller au théâtre. Voyez ? Et très souvent les gens qui disent mais ça c'est du vent, sont en même temps à tel ou tel théâtre. Vous voyez, il y a chez nous une ambiguïté sur notre façon d'enregistrer la parole en public. Il faut régler cette ambiguïté, choisissez le bon camp, choisissez de dire que la parole en public. Travailler avec les gens, c'est un moyen de les rencontrer et de leur passer des idées et surtout de les amener à rencontrer et à adopter nos idées sur ce que c'est qu'un Poney Club. Deuxièmement, nous avons deux problèmes et je vais rassembler ces deux problèmes dans un petit événement que nous avons tous vécu à l'école parce que évidemment les difficultés des orateurs français viennent de l'éducation française sur l'oral qui est une catastrophe. Imaginez l'enfant de 5 ans, prenez tous les enfants de 5 ans dans le monde, ce sont des orateurs. Ils ont une tenue, ils ont un vrai regard, ils ont en même temps un sens de la synthèse incroyable. Un enfant de 5 ans dans un salon, il y a une situation gênante parmi les adultes, sort exactement ce qui ne faut pas sortir, exactement ce qui caractérise la situation, ce qui gêne tout le monde. L'enfant de 5 ans a une approche du monde extérieur avec une confiance telle qu'il enregistre tout, il synthétise exactement la formule qu'il fallait sortir, qui va gêner tout le monde. Parce que c'est un enfant de 5 ans, l'idée c'est que nous arrivions à l'âge que nous avons à réinviter chez nous, gens d'expérience, l'enfant de 5 ans que nous étions. Ça c'est possible. Il faut le retrouver, il faut retrouver sa naïveté et sa confiance dans l'élève que vous avez en face de vous, dans les parents en face de vous, il faut retrouver la même confiance. Et bien cet enfant de 5 ans a disparu, je schématise, à 7 ans. À 7 ans, âge de raison. Vous voyez l'enfant sur une estrade à l'école, il récite la leçon, il récite sa récitation, et regardez ce qui se passe, il commence son texte, puis à un moment donné, il a un trou dans le texte. Ça arrive, hein ? Il a un oubli. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il regarde au plafond et il frotte les doigts. Et le maître, lui aussi piégé par la culture française, voyant l'enfant faire ça, se dit « l'enfant réfléchit ». Et le maître a tort, parce que l'enfant apprend à cet instant la solitude et la peur de dire une connerie qu'on appellera plus tard le trac. Et l'éducation française a appris aux enfants le trac. On a 5 ans, on est un enfant ouvert, et à 7 ans, on commence à entendre « attention à ce que tu vas dire ». Ne serait-ce que le ton, le mot m'y prend la trouille. T'as encore dit une connerie. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'enfant il se dit « attention, si je l'ouvre, je me pète la gueule. De toute façon, je vais en prendre plein la figure ». Alors, il y a un point positif, hein, c'est que du coup, on a appris à réfléchir avant de parler. Et la force de la France, c'est l'acquisition d'une pensée logique. Ce que nous appelons nous le versant auteur. Versant auteur, la culture française est remarquable. Elle nous a appris à avoir des points de vue logiques, expliquer clairement. C'est vrai que versant auteur, nous sommes très forts et face à la culture européenne. Nous sommes encore un phare dans le monde à ce titre-là. En revanche, versant acteur, il y a un effet secondaire négatif de notre bonne éducation versant auteur qui est l'apprentissage de la peur de parler, le trac.
Et le TRAC déclenche les défauts d'expression. Un défaut d'expression a un seul but, le traitement de la peur. Celui qui se tient comme ça et qui vous parle avec des tics comme ça, eh bien, il traite sa peur. Si vous lui demandez de s'arrêter, il est en train de parler comme ça, vous lui demandez de dire « Regarde-moi, regarde-nous », il se met en face de vous, il retrouve la trouille. Et du coup, il redescend dans son tic. Ce qui montre que le tic verbal, le tic gestuel ont une fonction, traiter la peur. Ce maître qui dit « l'enfant, regardez le plafond », ce maître qui dit « c'est bien, l'enfant réfléchit », aurait dû dire à l'enfant, et devrait dire à l'enfant, au moment où l'enfant regarde là-haut, « Regarde-moi, regarde tes camarades dans la classe ». Et en te réinscrivant physiquement, par le regard, dans l'horizontalité du champ social, en te réinscrivant le cerveau dans le collectif, ton cerveau retrouvera ce qu'il devait être au collectif. Il faut réapprendre le sens du collectif aux enfants parce qu'ils apprennent l'isolement, la solitude et la peur. Réapprenez-leur le regard sur l'autre. Et c'est ce que ne fait pas l'éducation. Et c'est ce qu'elle veut. Pas de formation des enseignants sur ce que c'est que la parole en public. Donc nous avons ce problème de TRAC qui nous amène évidemment à chaque fois qu'on se pose une question à se centrer sur le cerveau et à regarder. Et là on n'est plus créatif. Et on ne se borne au mieux qu'à répéter ce qu'on répète tout le temps. J'ai vu l'idée d'innover dans la pédagogie. L'élève vous aidera à innover. Les parents d'élèves vous aideront à innover. Parce que plus vous serez nourris à eux, chaque fois ils sont différents des autres. Et comme ils sont différents, si vous êtes liés à eux, ils vont extraire de vous une pédagogie différente. Et vous découvrirez que parce que vous décidez la confiance physique dans le partenariat de l'élève ou des parents, à ce moment-là, tout d'un coup, votre cerveau s'ouvre à une créativité pédagogique formidable. Mais pour ça, il faut apprendre. Ce que mon maître à penser, Louis Jouvet, dont vous connaissez peut-être encore le nom, disait à ses élèves comédiens: quelle confiance il faut avoir dans le public. Moi, je n'ai pas confiance en lui qui monte sur scène. Si c'est anormal qu'un pédagogue ait confiance en lui, j'ai démarré mon cours, ça va être le pire. Et ça va être réussi. Je ne peux pas avoir confiance en moi en arrivant devant vous. Par contre, je peux décider, ce que je peux décider, c'est la confiance dans l'autre. C'est la confiance dans le public. Je décide cette confiance et j'espère que mon regard sur vous, madame, monsieur, vous le montre. En tout cas, c'est une confiance décidée. Vous devez décider la confiance dans l'élève, décider la confiance dans les parents, et en vous surfant sur eux, ils vont tirer de vous le meilleur et pour votre premier club. C'est vrai au niveau d'une direction, c'est vrai au niveau du pédagogue sur le manège. C'est la même chose. Donc ça, c'est notre difficulté. Et je voudrais, de vous donner les clés de la technique, j'ai posé le problème de l'orateur français, centré sur lui, décentré du public et donc décentré de la créativité, qui ne saurait être que collective. Je voudrais maintenant, puisque vous êtes des professionnels, vous indiquer ce qu'est à mon avis le contrat qui se passe intuitivement ou implicitement entre celui qui prend la parole au titre de sa fonction, au Poney Club ou ailleurs, et celui qui est en face de lui, le public. Ce contrat est fait de 3 lois. Ces 3 lois, il faut les avoir en tête chaque fois que vous serez en fonction et que vous allez utiliser la parole dans votre métier. La première loi, et les 3 lois sont tirées du théâtre. La première loi, c'est le contrat de la rampe. Au théâtre, il y a toujours un trait magique, c'est le cas ici, qui sépare ceux qui parlent de ceux qui écoutent. Et cette rampe a signifié, tous les danseurs, tous les chanteurs, tous les comédiens, a toujours signifié un contrat. Ce contrat, je l'ai là, sur mes épaules. Il me dit que je suis à 100% responsable de votre état de sortie à la fin de mon exposé. Si vous sortez de mon exposé à la fin en vous disant « j'ai rien appris, j'ai perdu mon temps », ce sera un échec pour moi, ce sera à 100% à cause de moi, à 0% à cause de vous. Pas 50-50. Ce qui veut dire que si jamais j'échouais, si vous sortiez mécontent de cette conférence, eh bien ce serait à moi de retravailler mon art oratoire. Comme un danseur travaille son art, un chanteur ou un comédien son art dramatique, retravailler mon art pour que la prochaine fois que je me trouve devant un public aussi difficile que vous, cette fois-là, je mérite son écoute. C'est à moi en ce moment de m'adapter à vous,
ça n'est en aucune façon à vous de vous adapter à moi. Alors, soyez indulgents pour vous. Ne lui reprochez pas. Et c'est vrai qu'au théâtre, je ne peux pas, si je joue une scène avec un camarade, maintenant sur scène, tout d'un coup m'arrêter dans la scène de Molière et me tourner vers une dame là-bas, au 4e rang, et dire « Madame, vous avez arrêté de discuter avec votre copain là? C'est Molière, hein ?» Et puis les autres pareil, hein. Alors faites gaffe. On écoute, hein. On peut reprendre. Et croyez-moi, quand on joue au théâtre, on a une furieuse envie de le faire. On ne peut pas le faire parce que chez nous, au théâtre, la rampe est présente dans l'architecture du bâtiment. Et donc, il y a toute la lumière sur nous, l'ombre de l'autre côté, etc. Les comédiens sentent impossible sans qu'on leur apprenne, qu'ils ne peuvent pas m'origer. Je ne suis pas. Et que c'est à eux, à ce moment-là, de redevenir meilleurs au fil de la pièce pour finalement récupérer l'attention du public. Vous voyez, ce contrat de la rampe, même quand vous discutez avec quelqu'un, vous avez un entretien avec lui, son état de sortie, c'est votre résultat de professionnel du Poney Club. Vous voyez, et je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Je dis ça, au contraire, pour vous donner les moyens, et ensuite je vous donnerai les clés de la technique. Mais gardez bien en tête cette première loi, le contrat de la rampe. La deuxième loi, qui est pour moi très importante, c'est le respect du masque. Le respect du masque. En ce moment, je vous dois un personnage d'enseignant d'art oratoire. En aucune façon, si vous le permettez, je ne vous dois ma personne, dont d'ailleurs je ne sais pas ce que vous feriez. En revanche, je vous dois un personnage. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage? Revenez au théâtre, qui est notre art frère, pas jumeau, mais frère. Pensez, vous allez jouer Don Juan ou Elvire. Vous êtes recruté pour jouer l'un de ces deux rôles, vous travaillez avec le metteur en scène, et vous parlez pendant 2 heures, 2 jours, 2 ans. Qu'est-ce que c'est Don Juan? Parce que moi, je ne suis pas Don Juan dans la vie. Et j'essaie de comprendre, et même si je l'étais d'ailleurs, je ne suis pas le Don Juan auquel Molière a pensé. Je rappelle que Molière, c'est un génie. Moi, j'en suis pas un. Ce n'est pas mon petit donjuanisme à moi qui va être à la hauteur de la conception qu'avait Molière du Don Juan. Nous sommes d'accord. Donc, de toute façon, il faut que je comprenne le dossier. Et il faut que je comprenne la logique de pensée d'un Don Juan. La femme qui joue Elvire, le masochisme amoureux parfait, elle se dit comment une femme peut-elle être amoureuse d'un salaud pareil? Il faut qu'elle comprenne pourquoi. Il faut qu'elle étudie le dossier. Il faut qu'elle rentre dans le dossier, qu'elle en saisisse la logique. Un personnage, c'est une logique de pensée incarnée. Vous avez une logique de pensée, une conception de votre Poney Club. Vous avez une logique de pensée, une conception de votre enseignement lorsque vous enseignez. Vous voyez, à tous les niveaux. Vous avez une logique de pensée, cette logique de pensée, vous devez l'incarner. C'est ça un personnage, c'est une logique de pensée incarnée. Et c'est vrai que lorsqu'on joue la pièce, 3 mois plus tard, après 3 mois de répétition, les gens qui sont dans la salle, quand ils regardent le spectacle, la pièce Don Juan de Molière, bah ça marche. C'est-à-dire sur scène, ils voient Don Juan et Elvire. Ils ne voient plus les comédiens. C'est seulement après qu'ils vont dire quel comédien formidable. Mais au moment du spectacle, ils sont sur le dossier. Il y en a qui dans la salle se disent quel salaud ce type. D'autres qui disent ouais, il est beau mec. D'autres qui disent il a de la chance. D'autres femmes qui disent mais comment, etc., etc. Tout le monde dans la salle était ému. Et jusque dans le sentiment, pense le dossier. Jusque dans le sentiment du Poney Club, quand on vous écoute, il faut penser le Poney Club. En vous oubliant vous en tant que personne. Ça c'est votre savoir-faire d'orateur. C'est d'en traduire le sentiment. Laurent Terzieff, grand comédien français, nous a tous dit au théâtre, le public accède à la compréhension par l'émotion, par le sentiment. Il faut que vous puissiez donner aux gens qui vous écoutent le sentiment de votre métier. La logique de pensée traduite en termes de sentiment, de comment vous aimez votre métier. Pas pourquoi vous l'aimez, comment vous l'aimez. Et ça, ce ne sera pas des explications de texte supplémentaires. C'est dans votre façon d'incarner, ne serait-ce qu'une signe, dans votre façon de la vocaliser, que vous disiez, qui vous porte pour donner cette consigne. C'est cette grande totalité qu'on ressent. Vous voyez? Donc ça, c'est le respect du masque. Souvenez-vous toujours que le personnage est toujours plus grand que la personne. N'allez jamais voir, par exemple, un comédien qui a joué en scène, qui a magnifiquement joué. N'allez jamais le voir en coulisses dans sa loge. Vous serez toujours déçu. Parce que ce qu'il vous a donné était plus grand que ce qu'il était réellement. La personne a été transfigurée.
la construction du personnage. C'est le respect que je dois au public. C'est prendre la charge et m'adapter à eux. Le respect du masque, c'est avoir bien compris la logique de mon job, la logique de mon poney club, comment je le ressens, qu'est-ce que j'aime en lui. On peut en parler avec le directeur, etc. Et puis le directeur en parler avec d'autres. Comme un acteur parle avec le metteur en scène, il n'y a pas de honte. Alors qu'il a lu le texte, l'acteur, mais il a besoin de parler avec le metteur en scène. Il a besoin d'être guidé, voyez, et pas pour rentrer, pour comprendre mieux cette logique. Respect du masque. Contrat de la rampe, respect du masque, dernière loi. Et là, on arrive au plus important, l'obligation scénique. L'obligation scénique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous entrez en scène. Et qu'est-ce qui entre en scène? C'est pas l'auteur, c'est l'acteur. Et c'est vrai que quand j'entre en scène devant vous, et ça devrait être la même chose pour vous, pardonnez-moi, quand j'entre en scène devant vous, il y a une telle présence, là, en face de moi, que d'abord, je m'occupe de placer mon corps par rapport à vous. Mais très franchement, en me nourrissant du regard à toute votre présence, vous êtes 300. Ben, ça fiche en l'air tout ce que j'avais prévu de dire. Ça me crée un vide dans le cerveau épouvantable, je l'admets. Et puis, j'attends encore quelques secondes, et puis tout d'un coup, tout ce que j'ai prévu revient, mais adapté à vous. C'est plus moi qui le pousse, c'est vous qui le tirez, et qui choisissez en moi les mots dont vous avez besoin pour me comprendre. Il ne faut pas pousser votre compétence. Il faut regarder le public, en entrant en scène, placer votre corps correctement, yin devant, yang derrière, pour ceux qui ont fait de la médecine chinoise, réceptif, travaillez ce silence et commencez comme ils vous font commencer. Vous gardez la maîtrise du port d'arrivée. Je fais une leçon pour un cavalier qui n'est jamais monté sur un poney. Ça, je le sais, et je le garde pendant 1 heure, ce gosse. Mais quel chemin je vais suivre, j'en sais rien. Je regarde le gosse, je regarde le poney, et ce gosse-là, il est original, c'est pas le même que les autres, et tout d'un coup, ce gosse me fait sortir de moi, de l'énorme compétence que j'ai, il sélectionne en moi ce que je dois lui dire et comment je dois commencer ma leçon. C'est l'enfant qui me guide. Le véritable maître du maître, c'est l'élève. Le véritable maître d'un orateur, c'est le public. L'orateur garde toujours le port d'arrivée, il sait ce qu'il est venu faire, il va le faire, leçon à un débutant, mais il laisse toujours le public libre de décider du chemin de sa leçon. Le directeur du Poney Club, il sait ce qu'il est venu faire, sensibiliser une assemblée de parents, et ça il le fait et il va le faire. Pas de concession sur le port d'arrivée, mais il va, en regardant cette foule des parents d'élèves, démarrer comme ça, comme ils le feront démarrer, à l'intuition, et c'est eux qui vont piloter le chemin. Et si on arrive à ça, qu'est-ce qui se passe? Le public devient co-auteur du discours final, d'accord? Co-auteur, donc co-signataire. Et s'il est co-signataire, il achète votre Poney Club. Comment quelqu'un qui est devenu co-signataire de votre discours peut-il ne pas le signer? C'est comme ça, mesdames et messieurs, qu'on retourne une salle. C'est uniquement de cette façon-là, et certains grands politiques savaient bien le faire. On retourne une salle en acceptant de ne pas plaquer sur le public ce qu'on a prévu de dire, mais de tout remettre en cause au moment où on va parler pour se laisser guider par le public et par son propre sentiment. Parler en public ne veut pas dire ce qu'on a prévu de dire, mais veut dire aller au-delà de ce qu'on a prévu grâce au public. Parler à l'élève ne veut pas dire « je déroule ma leçon », ce mot « dérouler » que j'entends trop souvent. Mais c'est aller au-delà de ce que j'avais prévu dans ma leçon grâce à l'élève. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une synergie entre l'élève et vous. Ça veut dire que la production qui est le cours, le collectif maître-élève en est l'auteur. C'est pas le prof qui est génial, c'est pas l'élève qui est génial, c'est le collectif maître-élève qui est génial. Ce collectif maître-élève, il est facile à organiser dans un théâtre. Vous voyez, j'ai une rampe, j'ai un public, je suis seul, vous êtes 300, le réseau est simple. Mais quand vous êtes avec un gosse dans un manège, qu'il n'y a que lui et vous, c'est beaucoup plus difficile. Mon conseil, c'est sachez lire les rampes dans un monde où on nous les gomme. Vous voyez, là, il faut absolument que vous fassiez attention à cette obligation scénique. Je rentre physiquement en scène et j'incarne le Poney Club. De cette façon-là, je traite la logique de pensée et je la traite de manière adaptée au public. Autrement dit, la troisième loi, l'obligation scénique, c'est prendre les moyens physiques de respecter les deux premières. Ça va? Alors maintenant, voyons les clés. Je fais attention au temps, mais je crois que j'ai le temps là. Voyons les clés.
Alors, est-ce que, pour vous, je ne sais pas si là, d'entre vous, je vous demande à la salle, qu'est-ce qui vous caractériserait un bon orateur? La présence. La présence, oui. Alors, oui, je réponds sur la présence. La présence, c'est très général. Hein, donc, c'est pas assez technique pour moi. Oui. La prestance, la présence, nous sommes d'accord. La persuasion. Alors, le charisme, on me dit le charisme. Le charisme n'est pas le leadership. C'est une question très intéressante, ça. Il y a des gens qui naissent avec du charisme, d'autres pas. Ça ne se travaille pas. En revanche, le leadership, je vais vous le montrer, le leadership se travaille. Par la technique d'art oratoire. Vous voyez, donc, différencier charisme et leadership. Et il y a des, on sait très bien d'ailleurs, on le sait en musique aussi, il y a des gens qui ont une certaine présence, mais ils ne travaillent pas. Ils ont du talent, mais ils ne travaillent pas. Quand ils jouent 3 notes, il y a un truc qui sort, il y a un charisme, si vous voulez, qui passe à travers le violon, mais ils ne travaillent pas. Et puis il y a des élèves qui travaillent beaucoup et qui vont beaucoup plus loin dans la sensibilité musicale que des gens qui étaient doués et qui n'ont pas travaillé. L'addiction. Alors, on se rapproche de choses plus physiques, plus techniques. La posture. La posture. Voilà. Il y a une première clé. Alors, l'essentiel, c'est le mouvement. Le mouvement n'est pas essentiel, un peu comme dans le sport. L'important, c'est pas le mouvement, c'est l'appui dans n'importe quel sport. Les mouvements, on les voit après les appuis. Donc, on va reparler des mouvements, la voix. Donc là, j'ai entendu la posture, j'ai entendu la voix. La posture, la voix. La respiration, la natation, vous inquiétez pas. Je ne comprends pas, d'ailleurs François Hollande a dit ça un jour pendant sa campagne électorale. On l'interviewait, il avait eu une extinction de voix pendant sa campagne électorale. C'était sur Europe 1. Et évidemment, après l'extinction de voix, il avait pris des cours d'un professeur de The Voice, chant de variété. Quand on veut être président de la République, il faut prendre un professeur de chant lyrique, hein, pas un professeur de chant de variété. C'est pas au même niveau. Hein. Bon, et Hollande disait, j'ai jamais compris, je parle de respiration là, et Hollande disait à l'intervieweur, il disait, il m'a demandé de parler avec mon ventre. Et bien moi, je n'arrive pas à comprendre parce qu'il y a trop longtemps que je parle avec ma bouche. Les petites blagues de Hollande. Mais il avait raison. Ne pensez pas à la respiration pendant que vous parlez. Vous avez une tendance à vous centrer beaucoup sur ce qui se passe dans votre tête et que vous allez dire. Si en plus vous vous centrez sur ce qui se passe dans votre ventre, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Bon. Donc, c'est la posture, la voix et l'intonation va être dans la voix. C'est dans un sous-chapitre. Les mots. Le regard. Ah, le regard. Les 3 clés sont là. La première clé, c'est le regard. Mais la plus visible, je me déplace parce que j'ai un projecteur dans la figure là. La plus visible des clés, la plus évidente, vous pouvez adopter demain. La plus évidente, c'est la posture. La posture verticale. Vous savez en équitation. Hein. La posture verticale, pour 3 raisons. La première raison, elle est écologique. Nous sommes les seuls animaux naturellement verticaux dans le règne animal. La nature nous a réservé le privilège, dans le règne animal, d'être les seuls animaux verticaux. Et d'ailleurs, on sait depuis un certain temps que le long de l'évolution, la stature de l'être humain s'est redressée. Et qu'en même temps qu'elle s'est redressée, il faut développer les facultés modernes du cerveau d'aujourd'hui. Donc ce qui nous différencie des autres animaux, c'est pas la cérébralité qui n'est qu'un effet, mais la verticalité. Premièrement, raison écologique. Moi je considère que des gens qui parlent avec un dos lâché complètement et qui finissent par rater complètement leur impact sur le public, moi j'appelle ça une justice écologique. Il n'y a pas de raison qu'on se tienne comme un cochon et qu'on réussisse à impacter un public. Moi, je ne trouve pas ça normal. Et la nature le sait très bien, et elle nous punit quand on se tient mal, et bien du coup, on n'impacte plus le public. Première raison qui montre qu'il faut se tenir dans la verticalité, c'est le respect de la nature. Et vous savez ce que c'est, vous, dans votre métier, que le respect de la nature. Bon. La deuxième raison, c'est l'intendance vocale. L'intendance vocale, c'est-à-dire que si je me place, si je parle comme ça en étant en avant, comme si je mettais une sourdine sur les cordes de violon, j'éteins mon son.
Alors que dès que je me remets comme ça dans la verticalité, ma voix cette fois-ci est beaucoup plus musicale, vous l'avez entendu. Je peux placer ma voix dans la verticalité. Dans une chorale, les gens ne chantent pas appuyés sur l'épaule du voisin ou accoudés sur la tête du mec d'en dessous. Hein, dans une chorale, c'est instinctif. Eh ben, on chante en verticalité. Moi, je me souviens, je suis auvergnat, mais quand j'étais gosse, dans mon pays, en Auvergne, il y avait des noces campagnardes. Et pendant que les jeunes allaient danser sur le parquet, qui était en plein champ, quand il faisait beau, sans toit, sans rien, bah, les vieux restaient à table. Et ils chantaient des chansons auvergnates de leur enfance. Mais ils étaient pétés comme des coins. Et imaginez, moi je me souviens très bien d'un vieux du village qui était complètement pété comme ça, il était assis à la table, et puis tout d'un coup, il dit « c'est à moi de chanter, je vais chanter ». Il s'est redressé. Même sous, quand tu as un projet musical, tu te redresses. Merci. Donc ça veut dire, et ça mange pas de pain. Quand vous parlez, vous allez me dire, mais moi je ne suis pas un orateur, je ne suis pas un chanteur, je suis moniteur d'équitation. Ça ne mange pas de pain. Même en tant que moniteur, quand vous parlez, quand vous donnez des consignes, etc., décidez d'avoir une belle voix. Hein? Dans le fond, pourquoi pas? Et la voix est très importante, parce que la voix, quand elle est musicale, c'est-à-dire quand dans chaque son, je ne vais pas faire un cours technique, mais quand dans chaque son, vous avez des centaines d'harmoniques, qui sont des subdivisions de la longueur d'onde de la note que vous donnez, vous avez à ce moment-là une texture musicale extrêmement belle et extrêmement riche. Et quand la voix est riche musicalement, elle transmet toutes les nuances de la pensée que vous avez de ce que vous dites à l'élève qui vous entend. N'est-ce pas? Ce qui intéresse les gens, c'est pas tant ce que vous dites, c'est pas tant les mots que vous dites. C'est la manière dont vous ressentez le mot que vous dites au moment où vous le dites. Exactement, ça arrive dans le cerveau de l'autre. Il le sent. Sans l'expliquer, il le sent. La voix, c'est ce qu'on appelle l'interprétation au théâtre, qui est beaucoup plus importante que le geste. C'est dans la voix que ça passe. Et vous devez au public la sensation que vous avez de ce que vous êtes en train de dire. Et c'est ça qui va le motiver. Voyez? Et voyez, même sans travailler trop la respiration, monsieur, il suffit simplement déjà de se tenir un peu mieux et vous aurez un supplément de son. Vous aurez des harmoniques qui vont également être dans la boîte crânienne, dans la cage thoracique, mais à l'arrière, pas seulement à l'avant, et aussi à l'arrière. Et du coup, vous avez une richesse harmonique dans chaque son qui va être beaucoup plus grande. Donc vous transmettrez beaucoup plus de sens et de sentiments et d'émotions pour rappeler Laurent Terzieff. C'est par l'émotion qu'on accède à la compréhension. On peut très bien entendre des gens monotones. Un manager monotone travaille beaucoup dans les entreprises. Il dit ce qu'il faut dire, on l'écoute, on dit il a raison. Et puis on sort de là, persuadé qu'il a raison devant les clients. Et puis on arrive devant le premier client. Et puis soit on est conscient, ah ben le nouveau process, je le ferai pas. Soit on n'est pas conscient, et du coup on prend l'ancien. C'est pas le collaborateur qui n'applique pas ce qui a été demandé par le chef qui est en cause, c'est le chef. C'est le chef. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait sentir la manière dont lui ressentait l'urgence, la menace, le bonheur qu'on aurait à faire ceci ou cela pour l'entreprise. On n'a pas eu le sentiment. Quand il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sens. Je ne vois pas pourquoi l'autre applique. Par contre, il y a un sentiment directement quand vous vocalisez. Troisième raison, et là je vais parler des politiques. Première raison, la raison écologique. Deuxième raison, transmettre le sens et l'émotion. Troisième raison, l'efficacité. L'efficacité. Impacter. Vous voulez impacter le marché. Vous voulez faire en sorte que vous fidélisiez les gens. Vous voulez faire en sorte que le gosse, il continue l'année prochaine, etc., etc. Bon, c'est-à-dire, c'est vraiment l'efficacité, ça. Et la trace pérenne que laisse un bon orateur. Je vais vous citer 8 ou 10 hommes politiques. Certains sont décédés, d'autres vivent encore. Pardon pour les plus jeunes. Premier groupe d'hommes politiques, De Gaulle, Mitterrand, Giscard, Obama, Tony Blair, Macron. Ok, vous les voyez? Deuxième groupe, Seguin, Fabius, Rocard, Borloo. Où sont les gagnants? Où sont les verticaux? Ça fait 45 ans que je passe mon temps en politique à avoir des verticaux qui gagnent et des couchés qui perdent. Qu'est-ce que tu t'emmènes avec ton texte? T'es vertical, tu gagnes, t'es couché, tu perds, et puis c'est tout. Il faut être plus verticaux que vos concurrents. Il faut être plus verticaux que vos concurrents.
Et vous serez le phare. Et c'est vers vous qu'ils iront. Et pas vers les autres. C'est pas qu'ils sont mauvais. Mais dans mes canons, vous êtes meilleurs qu'eux. Si ça marche en politique, ça marche dans la partie immerge d'Elisberg. Ça marche dans l'entreprise, ça marche dans les assos. La verticalité est un message de leadership. Quelqu'un qui se tient dans sa verticalité démontre mieux qu'en le disant qu'il est capable de faire son équilibre tout seul entre ciel et terre, sans besoin d'appui latéraux, sans pupitre où ça va chire, sans micro, apprendre, sans copain dans la salle qui va nous aider. Si je regarde ma mère, tout d'un coup elle m'encourage, du coup je la lâche plus. Du coup les autres décrochent et elle ne m'écoute plus tellement elle se dit pourvu qu'ils tiennent jusqu'au bout. Du coup elle a... Voilà. Attention à ça, quand vous êtes devant une assemblée, il ne faut pas sélectionner des gens. Hein. Il faut être toujours aléatoire dans le regard, pour surprendre les gens. Voyez, vous animez une équipe, vous faites votre réunion, vous parlez à votre équipe, et puis vous avez un regard aléatoire. Il n'y a pas de lien entre la phrase que vous dites et le monsieur que vous regardez. Et comme c'est aléatoire, les gens dans le groupe n'arrivent pas à repérer à quel moment vous allez les regarder. Ça maintient dans l'équipe une inquiétude salutaire. Ça garantit l'écoute. Vous voyez comme le regard est important. Hein? Bon, bah, ces hommes politiques, les verticaux sont des gagnants. Voyez et ça, c'est vraiment un message de leadership qui est ressenti par l'électeur, sans le décoder lui-même, il ne le sent pas. N'empêche qu'il va aller l'électeur toujours. Lui, il aura ses raisons intellectuelles de français qui coupe les cheveux en quatre et qui réfléchit beaucoup, cogito ergo sum, le français. N'empêche qu'il ne le sait pas, mais il a opté pour le vertical. Alors c'est bien. Et en même temps, je trouve ça justice. Là encore, c'est une justice écologique. Quelqu'un qui assume sa verticalité, c'est vrai qu'on tire dans la lampe du phare. Hein. On tire dans la lampe du phare. C'est vrai, vous êtes en risque. Mais c'est vrai aussi que c'est sur le phare que les navigateurs règlent leur course. C'est sur vous qu'il faut qu'on règle la course, quand vous êtes un poney club. Voilà. Alors, ça c'est la verticalité. Debout comme assis d'ailleurs. Ensuite, la première, ça c'est la plus évidente, la verticalité. Mais la première des clés à installer, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est celle qui est venue en dernier dans vos suggestions, c'est le regard. Le regard, c'est le seul instrument qui vous permet, pendant que vous parlez, d'écouter l'autre. Pas d'écouter l'autre en vous disant, il fronce le sourcil, attention, il n'est pas content de moi, parce que là, vous pouvez vous tromper. N'essayez pas d'interpréter. Laissez votre cerveau interpréter. Il y a dans votre cerveau, même quand vous êtes jeune, une foultitude de signes codés par l'expérience de la vie que vous avez déjà accumulée. Et chaque signe que vous enregistrez a été codé par votre expérience, dans un sens particulier. Chaque fois que je regarde monsieur par exemple, eh bien si je me nourris à son regard, à son visage rentre dans mon cerveau sait ce qu'il y a derrière le visage de monsieur. Moi je ne le sais pas, mais lui le sait. Autrement dit, ça s'appelle l'expérience de la vie et c'est elle qui décode. De toute façon, un individu c'est une grande complexité. Vous avez quelqu'un en face de vous, tout ce qu'il a vécu avant d'arriver devant vous, le constitue. C'est immense comme expérience. Et vous, tout ce que vous avez en vous, vous constitue. Et c'est immense comme expérience. Le regard, c'est la seule façon pour moi, si je travaille en face à face avec monsieur par exemple, de connecter son expérience de vie à la mienne. Vous voyez, monsieur, on se regarde en ce moment, nos deux cerveaux discutent. Nous deux, on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais ils se disent des trucs. Et puis c'est tout. N'essayez pas de penser quand vous parlez en public. Laissez votre cerveau travailler tout seul. Simplement, branchez-le sur le monde extérieur et il trouvera la combine pour s'adapter au monde extérieur. Sur 3 lignes. Attention, quand on parle en public, il faut être pertinent sur 3 lignes. La ligne verbale, le choix des mots. La ligne tonale, il faut que le ton aussi soit adapté à l'élève. Et la ligne rythmique. Il faut que sur ces 3 lignes-là, je sois adapté à chaque seconde. Vous ne pouvez pas réfléchir à ça, c'est pas possible. Il se passe tellement de trucs dans le cerveau, entre 10 et 100 milliards de neurones, 1 million de milliards de synapses. Que tu mets le doigt là-dedans, tu aurais le travail. Hein. Moi, si je ne peux pas contrôler toutes les décisions prises par mon cerveau, 1 million par seconde, je préfère n'en contrôler aucune. Il faut animaliser le travail cérébral. Mais il faut connecter votre cerveau, votre centrale de calcul, au problème que vous avez. Et le problème que vous avez, c'est vous, madame, qui êtes mon problème. En ce moment, eh oui, il faut que je vous emmène de là à là, dans un projet d'oratrice. C'est ça mon problème, faire progresser l'élève. Eh bien, je passe mon cerveau par le regard sur l'élève et je fais confiance dans mon cerveau et dans mon élève. Et moi, je suis un passeur entre les deux.
Mais surtout, n'essayez pas de réfléchir. Vous retrouvez ça toujours chez les comédiens de théâtre, notamment chez Louis Jouvet, qui parle beaucoup de ça. Chaque fois que vous réfléchissez, vous ne vous rendez pas compte, mais vous rompez le regard. Et vous allez chercher sur le parquet un truc adapté au mec en face. Il y a 9 chances sur 10 que ce soit trop ou pas assez. Donc il y a un léger frottement, pas un conflit, léger frottement, un deuxième, un troisième, il laisse tomber le cours. C'est vous qui êtes en cause. Hein. C'est votre écoute physique, pas intellectuelle ou psychologique. Votre écoute physique de l'autre qui est en cause à ce moment-là. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ne culpabilisez pas, mais retravaillez ça, redébriefez ce que vous avez fait. Le regard, il y a 2 fautes classiques dans le regard. La première faute classique, c'est la rupture de regard. Vous voyez, je m'attache, j'essaye, je ne suis pas parfait, mais j'essaye en tout cas, quand je vous parle, de toujours me nourrir à vous, de toujours vous regarder, de manière à ce que toute cette complexité que j'ai en face de moi rentre dans mon cerveau et que mon cerveau puisse inclure, comprendre au sens d'inclure physiquement et ensuite comprendre intellectuellement. Cette complexité de mon public qui change d'état à chaque seconde. Et à chaque fois m'adapter pour créer un silence là, choisir ce mot plutôt que ce mot-là, dans ce ton-ci plutôt que dans ce ton-là. Tous les choix de mots, de ton et de rythme sont des décisions prises dans votre cerveau, calculées dans votre cerveau. Ce ne sont pas des dés qui sont jetés sur une piste de 421, ce n'est pas du hasard. J'essaie de faire en sorte que tout soit décidé dans mon cerveau, le moindre mot, le moindre ton, le moindre geste, par rapport à vous et pour vous. Et en même temps, pour servir la cause, respect du masque. Vous voyez, le regard, c'est le début. Et ce regard-là, là, je voudrais faire allusion, j'ai fait un peu d'équitation sur le tard, mais j'ai appris beaucoup et j'ai retrouvé beaucoup de liens avec l'art oratoire. Et je me souviens de mon copain, c'était une écurie de spectacle. Il s'appelle Mouquet, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était à Rouvray en Normandie. Il a travaillé un peu dans le cinéma, il a fait avec Louraci quelques trucs, enfin, ça vous dit peut-être quelque chose. Et il me disait, si tu as le regard, tu as l'assiette. Vous êtes d'accord ou pas? Si j'ai le regard sur vous, j'ai l'assiette. Mais c'est un regard d'intérêt décidé. Mais chaque fois que je romps le regard, chaque fois que je le regarde, c'est pour chercher la suite. Si quand je romps le regard, je perds l'assiette. Donc l'œil va amener le dos. Et c'est vrai, par exemple, si je joue un sketch très rapide, de me croire seul sur scène. Je crois qu'il n'y a personne dans la salle. Regardez bien ce qui se passe. Je réfléchis à un truc. Puis je me rends compte que vous êtes là. Ben, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites ici? Je me croyais seul. Je suis droit. Sans m'en rendre compte, je me suis redressé. C'est l'intérêt décidé pour vous qui a redressé mon corps. C'est l'intérêt décidé pour l'élève, pour les parents qui sont là en face de moi. Cet intérêt que je décide d'avoir, c'est ça qui va me redresser le dos. Ne jamais travailler le dos sans le regard. Et je crois que c'est vrai aussi en équitation. Ne jamais travailler le dos sans le regard. Donc le tiens-toi droit de notre enfance est absurde. Les gens les plus grands parmi nous, on a empoisonné leur enfance à leur dire tiens-toi droit. Et vu ce que ça donne à l'âge qu'ils ont, ce n'était pas la solution. Et puis se tenir droit pour se tenir droit, la verticalité c'est un système d'appui, c'est un système inerte, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, intellectuellement, vraiment se tenir droit, c'est pas flatteur comme projet. Hein. Alors que regarder l'autre avec un intérêt décidé pour lui, que tu as eu envie de le voir ce matin ou pas, il faut que tu décides de t'intéresser à lui parce que tu es payé pour ça, ou à elle. Ben ça c'est beaucoup plus intéressant. Parce que ça c'est humain. C'est pas tiens-toi droit. Vous voyez, commencez toujours par le regard. Et le regard c'est un instrument d'écoute. L'art oratoire commence par l'écoute. Commence par l'écoute. J'entre en scène, j'ai pas de dos. Et je vous regarde, et sans m'en rendre compte, trop compte, en parcourant la salle du regard, mon dos s'est placé. Voilà. Donc le regard, 2 fautes classiques. La rupture de regard, et il y a une deuxième faute classique. Il n'y a que 2 fautes. La première faute, c'est la rupture de regard. Sauf quand vous regardez un tableau. Je fais une nuance, hein. Raison académique, on peut très bien tourner le dos, montrer quelque chose là, et le public regarde en même temps que vous. Et ensuite on revient. Bon. Donc, de temps en temps, on peut consulter une note. Ça, raison académique. Mais s'il n'y a pas ces 2 raisons-là, lâchez pas le public du regard. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Avec cet intérêt pour eux. Attention, avec cet intérêt. Sinon, ça peut être bovin ou bêtement inquisiteur. Il faut savoir pourquoi vous regardez. Vous n'êtes pas des robots.
Souvent, on fait mal un truc parce qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, on n'a pas la bonne raison. Du coup, on le fait de travers. N'est-ce pas, les moniteurs? Même chose pour moi dans la pédagogie. Hein. Pourquoi est-ce que je dois regarder? Vous demande l'élève. Parce que tu décides de t'intéresser à l'autre. Et en vie publique, on doit décider de ses sentiments. En vie privée, au contraire, on est ballotté par eux. En vie publique, il faut décider de ses sentiments. Je n'ai pas envie de voir cet élève, ben je décide de m'intéresser à elle ou à lui. Et ça marche. Et ça marche. Donc ça, c'est la rupture de regard. La deuxième faute classique, il y a une autre faute, quand on est devant un groupe, c'est regarder une seule personne. Regard sélectif. Et ça, vous le faites sans vous en rendre compte. Comme tous les défauts d'expression, on ne s'en rend pas compte. Donc pas de reproche, pas de moquerie. Quand quelqu'un a un tic verbal, un tic gestuel, ne vous moquez pas de lui, vous ne vous moquez pas d'elle, elle n'a pas conscience de ça. C'est venu avec la peur de parler. J'en ai parlé tout à l'heure. Les enfants de 5 ans n'ont pas de défaut d'expression. À 7 ans, les défauts commencent. Et comme par hasard, ça vient avec la peur. Et le défaut traite la peur. Vous voyez ? Donc pas de moquerie. Mais le regard sélectif, très souvent, on vous dira, ben, c'est marrant, tu as regardé de ce côté de la salle tout le temps et pas de l'autre côté. Vous répondrez, je ne m'en suis pas rendu compte. Vous voyez ? Ben, le regard sélectif, c'est une descente virtuelle dans l'arène. Si je regarde sélectivement de ce côté-là, c'est comme si j'étais, je ne vais pas le faire là, à côté de vous, monsieur, en train de vous parler, dans la foule. C'est une descente virtuelle dans l'arène. Alors quand vous parlez devant un groupe, vous êtes César, et César ne descend pas dans l'arène. Pardonnez-moi cette image un peu primaire, mais elle date de l'Antiquité, et moi je crois qu'à l'art oratoire qu'on enseignait à ces époques-là. Pour le reste, ce qu'on fait dans la com, moi je me méfie beaucoup. Un petit procès comme ça au passage. Lorsqu'on vous dit souriez, hein, parce que vous avez le trac, vous répétez votre exposé pour demain, il y a des visites qu'on doit recevoir, donc il faut faire un exposé. Il y a une journée porte ouverte. Je suppose le directeur du Poney Club fait un exposé? Oui, non? Ah, peut-être pas. Mais il devrait, hein. Il devrait. Ah, il faut qu'il se mouille un peu aussi, lui. Hein. Bon. Ah, il fait son exposé, puis il répète son truc, puis il n'est pas content de ses supports, et il fait la gueule, quoi. Et à ce moment-là, il a un conseiller en communication qui lui dit « souris un peu ». D'abord, dans l'état où il est, le mec, il va vous faire une grimace. Deuxièmement, il y a des très grands orateurs qui ne sourient jamais. Qui ne sourient jamais. Et pourtant, c'est très convivial. On comprend tout. C'est passionnant. Il ne sourit pas. Le sourire est-il une question de style ou de technique? Question de style, pas technique. Vous voyez, ne définissez pas à un orateur la forme finie de son comportement. Car à tous les coups, c'est un viol de personnalité parce que c'est un viol stylistique. Or, le style racontant votre personne, racontant votre histoire, si vous imposez un style à quelqu'un qui au départ ne l'a pas, c'est un viol de personnalité. Donc on va travailler sur les appuis. Les appuis, c'est d'abord le regard. Ensuite, le dos. On y est. Et la dernière clé, c'est la voix. La voix, j'en ai parlé, donc je n'y reviens pas. Mais retenons que le regard, c'est dans l'horizontale. La voix, c'est bien, le dos, c'est dans l'axe vertical. Nous sommes d'accord? Donc, horizontal, vertical, solidaire, solitaire, les deux en même temps. Et la voix, c'est, tu as mis les deux fers, tu coules le béton. C'est multidirectionnel, et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, les mouvements peuvent venir. On a parlé des mouvements tout à l'heure, les mouvements peuvent venir, parce que non seulement il y a un tronc, il peut y avoir des branches, mais il faut aussi qu'il y ait de la sève dans le tronc pour que la branche pousse. Et la sève du tronc d'un orateur, c'est la colonne d'air qui circule et qui produit le son. Donc on ne peut pas aborder le mouvement, le geste juste, j'entends, tant qu'on n'a pas le regard, le dos, la voix. J'ai donné toute la technique. Le regard amène le dos préparant l'architecture pour la colonne d'air qui passera, amène la voix. Et la voix, comme elle travaille sur l'arrière, par le voile du palais, renforce le yang du médecin chinois derrière, donc renforce le yin devant et par conséquent ramène du regard. Le cercle vertueux et le message de mon école, c'est regard, dos, voix. R majuscule EN, D majuscule EZ, trait d'union pour montrer que c'est un montage technique. C'est un travail technique, hein. V majuscule OUS, R, D, V. Vous faites ça, le style va s'adapter, votre cerveau travaillera et ça sera un bonheur et pour vous et pour l'autre. Maintenant, je voudrais vous montrer, puisque je voudrais finir sur le leadership, je voudrais vous montrer ce qui récapitule ce que je viens de vous dire. Et voilà d'abord, j'ai parlé du regard d'abord, regard à installer d'abord, ensuite
le dos. Mon graphique est écologiquement juste. Hein, vous voyez, j'ai mis le dos vertical et le regard dans l'horizontale du champ social. Vous voyez, c'est écologiquement juste. Et puis la voix. Alors, sur le regard, il y a des niveaux de performance du regard. Absence totale du regard. Absence de regard sur les silences. Absence du regard aux charnières entre les parties d'un exposé. Mais dans les parties de l'exposé, l'orateur tient son regard quand même. C'est déjà bien. Et puis, il fait, à la fin, voilà, où il développe des arguments, il va dire, mon premier argument, c'est ça. Il développe, et puis ensuite, il va dire, mon second argument, c'est le suivant. Et là, il prend l'inspiré de Montebourg. Là, il fait du Montebourg. Il prend un air inspiré, comme ça, il rend le regard. Même stylé. Montebourg, c'est pas d'élégance, hein, c'est du maniérisme. Qu'est-ce qu'est devenu Montebourg? Rien. Pourtant, il était doué. Il est doué comme orateur, chacun peut le dire ici. Mais le don sans technique, Brassens l'a dit, c'est rien qu'une sale manie. Vous êtes peut-être doué pour parler en public, travaillez la technique, bossez la technique. Les danseurs la bossent, les orateurs et les acteurs aussi. Alors, absence de regard aux charnières, et puis regard présent. Sur le dos, je passe plus... Attendez, excusez-moi. J'essaie d'aller trop vite. Voilà. Sur le dos, il y a le dos en voûte. Vous avez les lombaires comme ça dans l'horizontale, le dos lâché et la nuque qui tombe. Ensuite, vous avez 2/3 du dos. Lombaires placés, dorsales placées, mais les cervicales un peu tombées. Ou alors, les lombaires lâchés, tac, mais cervicales, dorsales à peu près alignées. Mais il n'y a pas les trois. 2/3 du dos. Troisième niveau de performance, retour en cervical. Vous êtes à peu près 2/3 du dos, puis tout d'un coup, vous dites aux gens, écoutez, attention là, parce qu'il y a un problème. Et là, il a adressé les gars. Et là, il y a un personnage qui apparaît. Donc l'incarnation de l'idée globale qui, dans une seule phrase, arrive en totalité, l'idée globale de votre projet d'ensemble. Holomorphisme, le tout est dans chacune des parties. Le redressement de la cervicale fait passer le sens beaucoup mieux. Et ensuite, dos tenu. Mais j'ai mis dos tenu, regard présent. Dos, système d'appui, tenir, c'est pas effectivement une vocation. Regard présent, être présent à l'autre, c'est une vocation. C'est pas le même mot. Alors, je passe ensuite. En gros, vous avez 4 positions possibles. La première position, c'est la position de l'expert. Michel Rocard. Pas de dos, pas de regard, mais reconnu comme expert. Attention, je ne dis pas que c'est mauvais. Simplement, il a un certain rôle, il ne rayonne pas. On va le chercher, mais lui, quand on en a besoin, mais si on n'a pas besoin, on ne va pas le chercher. C'est l'expert, totalement fermé, penseur de Rodin. Mais il a une expertise reconnue, il est consulté, Michel Rocard. Simplement, il n'a jamais été président. Alors qu'il voulait l'être. Hein. Ici, les gens qui sont là, ils ont un regard, mais ils n'ont pas de dos. Ils sont dans l'aide. J'appelle ça des coachs. C'est positif aussi, hein. Et ils sont dans l'aide. Vous voyez, ils sont proches de l'autre. Mais il n'y a pas de dorsale. Ils sont tellement proches qu'ils descendent trop, du coup, on ne peut pas monter. Les gens qui sont là, ce sont des chefs. Ils ont un dos, mais aucun regard. Manuel Valls, Premier ministre. Complètement rigide. Et aucun regard. C'est un chef, et puis les gens qui sont là, ce sont des leaders, et c'est ce que je vous souhaite, moi, à tous les niveaux de vos poney clubs, de devenir des leaders. Alors, chez les coachs, on sent la personne. Et on a besoin de sentir la personne qui est là. Quand vous avez un prof, on a besoin de sentir que la personne du prof est avec nous, quoi. Hein? On sent la personne, mais on ne sent pas le projet. On ne sent pas le projet de qu'est-ce que je peux faire si je réussis mégalo, etc. On ne sent pas le projet, mais on sent la personne. Chez les chefs, on sent le projet, mais on ne sent pas la personne. Valls, il avait un projet, ça se sentait, démocratie libérale, mais on ne sent pas la personne. Et on a besoin de la personne. Et quand la personne incarne le projet, ça s'appelle au théâtre et en art oratoire, le personnage. Le personnage, logique de pensée de votre poney club, incarné par vous. Quel que soit le poste que vous occupez dans votre poney club, vous devez chaque jour incarner la logique de pensée de votre poney club. Et c'est la construction du personnage, simplement, mesdames et messieurs, par le regard, le dos et la voix. Pour le reste, ne changez pas ce que vous êtes. Vous êtes très bien. Ne modifiez pas, ne vous mettez pas en cause psychologiquement ou intellectuellement. De toute façon, quand vous entrez en scène, vous avez ce que vous avez à votre disposition, il va falloir faire avec. Hein. RDV. Et à ce moment-là, vous produisez un personnage. Vous produisez le personnage. Par conséquent, il y a leadership. Alors, je vais finir là en donnant quelques exemples. Michel Rocard et Villepin à l'ONU. Ah, les Français ont enchanté, les Français versant hauteur. La France, ce vieux pays, de ce vieux continent, etc. Les Français ont biché. Hein.
Ah, c'était formidable. Je dis ce qu'on vient de dire, mais c'est pas le problème. Il est à l'ONU et il fait un discours en public. Et durant tout le discours, il s'est miré dans ses notes comme Narcisse dans les temps. Ah ça, il s'est admiré pas mal hein, dans les belles formules. Qu'est-ce qui est devenu Villepin? N'existe plus. Est-ce que ça a changé sur le plan international pour la France? Rien. Pas d'efficacité. Et Rocard, c'est la même chose. Les gens qui sont là, je les ai cités, Borloo, Seguin, Fabius, ils ont un regard mais ils n'ont pas de dos. Et ils réussissent des trucs. Fabius, soit ils font de l'entre-gens, la COP 21 pour Fabius. Borloo en Afrique, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Voilà, ils ont cette qualité-là. Voyez? Ou alors ils font de l'audit. Conseil constitutionnel pour Fabius. Cour des comptes pour Seguin. Voyez? Mais ils ne montrent pas. Et alors tout cela voulait être président. Ils ont leur place dans l'entreprise France. Mais ils ne sont pas à la première marche. Ils ne sont pas leaders. Et puis, là, les chefs. Sarkozy. Sarkozy, c'est un chef un peu spécial. Sarkozy, un petit peu tendu sur la face, hein, un peu tendu, les coups d'épaule. Sarkozy, c'est pas un dos placé en réalité. C'est la couche de peinture qui fait tenir le mur pourri. Tu vois, il est tellement comme ça que du coup, ça tient derrière. Tu vois, mais Sarkozy, c'est un quinquennat terminé. Hein. Voilà, c'est pas possible. Sarkozy, c'est plus fébrile que puissant. Un président doit être puissant, pas fébrile. Et puis, Alliot-Marie, Valls, Copé était dans ce cas-là aussi. Et puis là, vous avez des leaders. Et j'ai mis Macron pendant la campagne électorale. De Gaulle. Et vous voyez, ça c'est De Gaulle, 1966, 3 ans avant sa mort. Discours de Phnom Penh. Les Américains sont au Vietnam. Et De Gaulle dit, il n'y aura pas de solution militaire. Villepin, 2002, à l'ONU, les Américains sont en Irak. Et Villepin dit, il n'y aura pas de solution militaire. Même thème de discours. Comparaison des deux. On peut dire finalement que le gaullisme a fini son ère historique avec Villepin qui est passé sous la table, mais c'était parti d'un De Gaulle qui était vertical. Vous voyez, Madame Taubira dans le discours sur le mariage pour tous, incroyable. Ou même les gens de droite, les députés de droite, ont été sidérés par son savoir-faire et son savoir-être devant l'ensemble du Parlement. Il y a un regard, il y a un dos, il y a une voix. Et puis j'ai mis Macron qui a craqué sa voix en décembre 2016, vous vous souvenez, à la porte de Versailles. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un cours avec Jean-Philippe Lafont, grand baryton français. Il avait le regard déjà, Macron. Il avait le dos droit. Il lui manquait la voix, il l'a travaillé, devenu président. Les deux vainqueurs de la présidentielle sont Macron et Mélenchon. Mélenchon qui est devenu pendant au moins 6 mois le patron de l'opposition. Là, il cherche son deuxième souffle, mais ça a été une sacrée victoire. Hein. Et il a complètement phagocyté la gauche. Donc Mélenchon et Macron sont regard, dos, voix. Macron n'est pas un immense orateur, mais c'est le début d'un orateur. Et je voudrais clore maintenant en gardant simplement, les voilà tous, ce que j'ai un peu anticipé, le même sujet, Villepin d'un côté, De Gaulle de l'autre. Eh bien, écoutez, j'ose espérer que pour la suite de votre vie dans les Poney Club, vous deveniez vraiment, et vous pouvez le faire, des leaders. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.